D'ailleurs, dans certaines églises où il y a ces choses-là, les gens cherchent à les casser et autres là, parce qu'ils disent que ça, c'est le paganisme. Ce n'est pas dans le christianisme. Parce qu'ils savent d'où ça vient. Ce qui m'amène à dire que l'idée du rien est oiseuse. Ça n'existe pas, le rien, ça n'existe pas. Donc, il faut bien demander, détailler et prendre du temps pour expliquer ce que les choses sont. Vous avez cette graphie en Égypte là-bas. Le premier signe que vous avez là, c'est une tresse de cheveux africains. Parce que vous voyez bien que, comment on dit là, qu'est-ce qu'il a dit le Britannique là, il dit frisé, non? Voilà, vous voyez, c'est frisé. L'égyptologie lit cette graphie ouche pour dire rien, vide, espace, omission, signe pour marquer une lacune, chute de cheveux, calvitie. Non, ce n'est pas ouche. Ce n'est pas ouche. Le malinké dit fou, filament, fibre, éponge végétale, à cause de la texture des cheveux. Et puis le malinké va venir dire chi ou si, cheveux, poils, plumes. Et donc quand on met les deux ensemble, le malinké fait fou-si, qu'on traduit par le néant. Rien. Bon, moi je dis, il ne faut plus définir ça comme ça. Il faut définir par ce qui existe. Puisque c'est ce qu'on a vu tantôt là-bas. Là. Et c'est ce qui va donner le grec physis, la physique. Voilà d'où la science qu'on appelle la physique sort. Voilà le mot. Tout ce qui advient, tout ce qui est, la nature. Et le même grec va dire psylos. Bon, il faut laisser le los là. Il y a l'eau et puis S, ça c'est pour la déclinaison. Et l'eau c'est un suffixe de conjugaison. Là, donc, ça veut dire que c'est un nom verbal. Donc, il faut laisser le los là. La racine là, il faut se concentrer sur le psi là. C'est poussi ou pissi. Le i est tombé en cours de route. Pour dire dégarni des cheveux, du poil et des plumes. Ça ne peut pas être un hasard que le grec va dire cheveux, poils, plumes en même temps. Ce n'est pas possible. Que les Africains. Ça ne peut pas être le hasard. C'est que c'est ce même mot-là. Donc le malinké va revenir pour dire si, noir, très noir. Et fin si, absolument noir. Bon, parce que cette mèche de cheveux-là, dans le système hiéroglyphique égyptien, il sert à représenter, à déterminer 1. Les cheveux, 2. La couleur et 3. La carnation de la peau, les peaux. Donc ce sont ces 3 éléments-là que ça sert à représenter, à déterminer. Pourquoi fin-si, absolument noir? Parce que le fou à l'origine, là, c'est qu'on a dit, il était noir, obscur. Parce qu'il n'y a pas la lumière à ce moment-là. La lumière n'a pas encore été créée. Donc il est totalement noir. Donc ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous disons que Dieu est noir. Ou que... Non, ce n'est pas ça. Ce sont les conditions physiques, scientifiques d'existence des choses avant que la création n'ait eu lieu. C'est ça qu'on ne fait que constater simplement par déduction et par calcul. Et c'est d'autant plus exact que voici une modélisation de... Ça, c'est une chaîne carbonée qu'on a d'une molécule. Ça, c'est la modélisation que les scientifiques font aujourd'hui avec les ordinateurs. À quoi ressemble l'élément initial, la base carbonée, dans son plus intime manifestation. On trouve des choses comme ça. C'est pour ça que le fou malinké qui éponge là est conforme à la réalité. Parce que quand vous voyez là, ça ressemble à une éponge. Ce sont des filaments et autres. C'est ça qui est la graphie que je viens de vous montrer là. C'est ce que nos ancêtres voulaient représenter. La nature de la matière à un certain niveau, tel que ça est comme les cheveux. Et c'est noir, pas albinos comme celui qui est ici là. Bon, ça c'est chez les Mandingues. J'ai dit que j'allais montrer le zéro avec la création chez les Mandingues. Mais les Mandingues ne sont pas les seuls à dire ça. Quand on va vers l'Afrique centrale là-bas, on arrive chez les gens au Gabon ou bien au Congo, ceux qui font le vêt là, voilà ce qu'eux ils disent. Ils disent au commencement, Eyo était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui était néant. Il n'y avait pas de temps, tam, ni d'espace, lamé, ni de matière, meyung.
la matière en question dont c'est ce que les égyptiens disent Meyen là, ça, Meyung. Il était hors de Tam, de Lamé et de Meyung. Tout se réduisait à lui. Tout se réduisait à lui. Bon, après, on vient dire que non, nous, on est polythéistes et autres, tout ça. Il a écrit que tout se réduisait à lui. Donc, il y a une seule chose. Il prit la couleur or et la couleur cuivre, les mélangea et malaxa et fit une boule semblable à un œuf. Il l'appela Akingos Eyo, c'est-à-dire l'œuf de cuivre d'Eyo. Il prit l'intelligence et l'enferma dans l'œuf primordial et lui dit, « Sors de là par tes propres moyens. » Mais je ne peux pas, répondit niaiement l'intelligence. Eyo dit alors, « Je t'envoie la volonté Avan, c'est moi qui ai ajouté au russe, et la puissance Eyanga. 7. Appuie-toi sur eux pour sortir. » Niaiement se satura alors de volonté, s'irradia de puissance, s'échauffa, du rouge feu aveuglant au blanc incandescent. N'y pouvant plus tenir, Akingos explosa. Ce fut la première explosion. Voilà ce que les gens disent là-bas dans le Mvet pour expliquer la création de l'univers, d'où tout est parti. Bon, ça là, on est en quoi? C'est la religion ou bien c'est la science? C'est pour ça qu'on dit que la religion africaine, il n'y a pas de religion en fait, c'est la science. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'on fait des représentations de chercheurs là pour les montrer comme étant des dieux, tout cela, mais il faut voir au-delà de ça pour comprendre que ce sont des principes scientifiques que nos ancêtres ont mis en image. Ce n'est pas le Big Bang qui est là. L'œuf de cuivre, Akingos Eyo. C'est ça qu'ils disent là-bas. Au Gabon, au Congo et autres. Akingos, l'œuf de cuivre. Mais le Eyo là, il est là-bas en Égypte. Le voici. Vous le voyez, il est en train d'émerger du néant là. Eyo. Mais la graphie égyptienne dit, parce qu'il a dit ici, il y a deux choses. Il a dit la cause et il a dit la parole. C'est par la parole qu'il a dit à Yéman l'intelligence, sors de là. Donc il lui a dit. Nous avons Eyo, la cause, et on a Eyo, le verbe, la parole. Bon, le deuxième Eyo là, bon, ça c'est du Baoulé, hein, c'est Ijo. C'est ça qui est écrit là. Mais le serpent même que vous voyez là, lui-même, il s'appelle Ejo. Donc, on n'a même plus besoin des autres signes pour lire Ejo. Voilà ce que le fou est. Ce zéro-là, voilà ce qu'il est de façon métaphysique, de façon cosmogonique. Voilà ce que nos ancêtres disent qu'il est. Bon, c'est du pain. C'est ça qu'ils ont dit aussi. Hein. Ce qui nous envoie à notre troisième point. Sur l'efflorescence de zéro. Nous allons commencer par lire ce que les autres disent là-bas. Ils disent, ça c'est deux dames scientifiques là qui ont écrit en 2009 dans Science et Vie. La numération égyptienne est décimale et ignore le zéro. Chaque symbole a sa propre valeur indépendante du rang qu'il occupe dans le nombre. Les chiffres des unités, des centaines, des milliers sont juxtaposés autant de fois que nécessaire jusqu'à concurrence de 9 fois. L'énumération commence toujours avec le chiffre le plus grand pour se terminer avec les unités. Voilà ce qu'ils disent. Comme toujours, on dit les Égyptiens ignorent le zéro. Bon, moi je dis maintenant, le zéro, on a besoin du zéro, pourquoi même? Pourquoi? Ça dépend de ce que vous êtes en train de compter. Voilà deux chiffres que j'ai mis ici pour présenter la chose. Il faut, quand vous écrivez les nombres, il faut écrire ce que vous dites. C'est ça que je peux dire. C'est-à-dire, la manière dont vous dites les nombres là, c'est comme ça que vous les écrivez. En français même, quand vous dites 402, quand j'écris là, on voit un zéro dedans. Mais quand je dis 402, à quel moment je dis 0 en français même? À quel moment? Je n'ai jamais dit 0. Je dis 402.
Les Français d'aujourd'hui ont besoin de 0 pour écrire 402 parce qu'ils n'ont pas de système d'écriture des nombres eux-mêmes. Ils ont pris chez les autres. Et comme ils ont pris chez les autres, ça ne peut pas coïncider avec la manière dont ils parlent, dont ils disent le nom des nombres. Voilà le problème. Sinon, quand tu parles toi-même et puis toi-même tu as créé tes symboles pour dire tes nombres, tu n'as pas de problème. L'Égyptien dit 402. Il écrit 4 fois 100. Ça fait 400, non? Et puis il écrit 2 à côté. Ça ne fait pas 402. À quel moment il a besoin d'écrire 0? Où le 0 va venir se mettre? Bon, j'ai mis aussi 2020. Il fait 2 signes de 1000. Il fait 2 signes de 10. Ça ne fait pas 2020. Les zéros là sont où? En français, même quand on dit on n'a pas besoin des zéros, c'est quand ils vont écrire qu'ils seront obligés d'utiliser 0. Parce qu'ils utilisent un système d'écriture qui vient d'ailleurs, qui n'est pas conforme à la manière dont ils parlent. Il faut faire les choses comme vous parlez. C'est là qu'on voit que c'est vous qui êtes en train de vous exprimer. C'est pour ça qu'on a assis à bien ici et puis on dit, bon, la République, il y a où ça est dans ta langue même? Ça n'est pas là-bas. Donc tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas 0. Ce monsieur que vous voyez là, qui s'appelle Néferhotep, il vivait à l'époque de la 13e dynastie, vers moins 1750 avant notre ère. Il était l'économe, l'intendant du palais de la reine à cette époque-là. Là, nous sommes dans sa tombe. Voilà sa femme qui est derrière lui, elle s'appelle Sanata, et puis son fils est là. Oui. Et lui, là, c'était le comptable. Il était l'intendant du palais de la reine. Il a laissé des documents comptables dans sa tombe. Et parmi les documents comptables qu'il a laissés dans sa tombe, il y a ce papyrus-là, qu'on appelle le papyrus Boulak. Il y a plusieurs papyrus Boulak. Ça, c'est le numéro 18. Dans ce papyrus Boulak numéro 18 que vous voyez là, il a fait les comptes. Bon, quand vous êtes comptable, on vous a alloué 100 000 francs, que vous avez fait les dépenses et les dépenses se montent à 100 000 francs, vous faites quoi? Vous êtes obligé de faire venir le 0. Sinon, vous allez dire quoi? Vous avez eu 100 000 francs pour faire les dépenses, vous avez dépensé 100 000 francs. Il reste 0. Il faut dire qu'il reste 0. Il faut montrer qu'il reste 0. Donc là, vous avez besoin du 0. Vous avez besoin du 0. Et il a écrit le 0. Vous regardez la ligne qui est au-dessus des lignes en bas là, où il y a plein de rouge là. Quand vous montez, où il y a un vide, et puis vous regardez la ligne qui suit là, vous avez les 4 signes qui sont alignés là. Les 4 premiers signes. 3 en noir et puis 1 en rouge là. Vous les voyez, ces 4 signes là? Ceux-là qui sont ici, un deuxième là, et puis les 2 autres qui sont là-bas. Là. Celui qui est en dessous du signe rouge à côté du signe noir là-bas, avant la grande coupure là. Vous le voyez là? C'est un 0. Il a mis ça 4 fois. Parce que le compte là qu'il a fait là, le reste là, c'est 0. Il a dépensé autant d'argent qu'on lui a donné. Donc il a mis le 0. Ça, ce papyrus-là a été découvert au début du XXe siècle. Il est là-bas en Europe. Tous les égyptologues de la planète Terre sont au courant de son existence. Il date de 1750 avant notre ère. Les Africains faisaient déjà la double comptabilité et ils avaient déjà utilisé un signe pour indiquer 0. Quand je faisais les recherches, j'ai vu cette note-là sur Internet. C'est un Espagnol qui a écrit ça. Il a mis uso del cero, l'usage du 0. C'est ça qu'il a écrit. En el papiro Boulak 18, datado en la dynastie 13, dans le papyrus Boulak 18, qui date de la 13e dynastie, il y a un symbole pour le 0. Le terme Néfer, NFR, que le scribe a utilisé, il a utilisé le signe hiératique de ce Néfer-là.
C'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est le signe hiératique. C'est pour ça qu'il a dit c'est l'écriture hiératique qu'il faut prendre en considération dans ces affaires-là. Donc, l'écriture hiéroglyphique est celui-là qu'il nous montre là. Il dit, il se réfère à ça pour il reste 0 dans l'opération arithmétique de soustraction qu'il a faite, que je viens de vous montrer. Tout le monde sait ça, que les Africains utilisaient le 0 là, 1750 avant notre ère. Les Arabes n'existaient pas encore dans l'histoire de l'humanité en tant que peuple constitué. Les Hébreux n'existaient pas encore dans l'histoire de l'humanité en tant que peuple constitué. Les Grecs n'existaient pas encore. Pourquoi on ne dit pas au peuple? Pourquoi on ment? Pourquoi on fait ça? Tout le monde sait. Lui, là, c'est un Espagnol qui a fait cette note-là, qui se trouve sur Internet. Si vous tapez 0 recherche sur Internet, vous allez tomber dessus. Mais le signe en question dont il parle là, vous avez ça dans les systèmes de signes mandingues, les tiou. Ici, là, ces signes, normalement, on les met à la verticale. Bon, comme ça n'allait pas rentrer, c'est ça, le frère a mis ça en horizontal là. Le premier signe que vous avez là, c'est celui-là dont il parle là. C'est sa configuration mandingue qui est là. Et c'est ça que les mandingues appellent le fou, le 0. Et ils disent Fugundo, le secret de rien. Parce qu'ils disent que c'est de ça qu'est sortie la création. Et les 7 autres signes-là sont les premiers signes qui sont apparus à la face du Créateur. Et qui sortent les autres là de 1. Et 1 sort de ce 0-là. Bon, que disent les mandingues concernant précisément cette affaire-là? Dominique Zan a interrogé les savants mandingues qui font l'initiation dans les sociétés d'initiation. Ils disent, il n'est pas exagéré de dire qu'aux yeux des Bambara, c'est Dominique Zan qui rapporte, le Niger occupe une position éminemment sacrée dans l'ordre de la création. Son eau est un bien précieux. Son cours représente une des directions cardinales. Nord se dit Baba, le grand fleuve en Bamana. Bon, chez nous en Malinké, ça se dit Bafé, par le fleuve. Il délimite 2 univers pleins de contrastes et distincts, mais dépendants. La rive gauche du fleuve forme le monde qui donne, afférent à l'origine des choses. La rive droite est le monde qui reçoit, leur aboutissement. Nombreux étaient autrefois les rites, surtout ceux concernant la royauté, qui avaient comme axe matériel le Niger. Ajoutons que le Niger est considéré comme l'habitat principal de Pharaon, sous son aspect de génie de l'eau. Dans les récits mythiques, le cours du fleuve représente même le corps de Pharaon. Le signe que je viens de vous montrer tout à l'heure là, c'est le signe de Pharaon. Le voilà ici, tel qu'il est représenté dans les graphies en Égypte. Là, ce n'est plus le hiératique, ça c'est la forme iconique analogique normale. Et il représente la trachée artère avec les organes. C'est ça que ce signe représente. L'égyptologie dit que ce signe-là, c'est un trilitère qui se dit néphère. J'ai dit non. C'est pas ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont besoin de ça pour faire le pluriel néphéru du 0 là. Et puis ils vont venir dire maintenant qu'en italien, ça fait sepherum. Du latin, c'est devenu sephero, et puis c'est ça qui a donné 0 après. Depuis que Champollion a déchiffré les trucs, tout le monde dit que ce signe-là, c'est un trilitère. Ce n'est pas un trilitère, c'est un bilitère. Il faut demander aux langues africaines. Ce sont elles qui supportent cette graphie-là. C'est le signe de Pharaon qui est là. Pharaon qui est la représentation d'Osiris chez les Mandingues. Tel que vous voyez la graphie là, vous avez le symbole du 0 là, et puis vous avez la vipère cornue qui fait F, et puis la bouche qui fait R. Les égyptologues disent, lui là, c'est un NFR, et puis les 2 autres. Non, non, non. C'est le signe là qui est repris par le F et le R là.
L'égyptologie lit ça. Néfer, c'est comme ça qu'ils disent. Bien, parfait, plaisant, beau, excellent, gracieux, joyeux, recouvrer la santé. S'entend? Le malinké va faire pharo, l'être parfait. Quelles sont les caractéristiques de pharo? C'est ordre, perfection, beauté, eau et lumière. Ce que les égyptologues appellent le néfer, en fait. Il n'y a pas de haine. Le néfer, là, c'est dit dans dans deux mots. Et dans les deux mots, chaque fois, on a mis un N, une onde avant le symbole là. Donc, ce n'est pas un trilitère, c'est un bilitaire. En plus, dans le dictionnaire de Wallis Budge met ce signe-là comme un symbole qui sert à écrire la lettre F. Si c'était Néfer, il allait mettre ça à la lettre N. Puisque le système alphabétique issu des graphies égyptiennes, on prend la première lettre du mot pour mettre en tant qu'élément d'alphabet. Donc, s'il a mis ça en F, c'est que c'est FR, ce n'est pas NFR. Et le mandinga va venir dire foro, libre, honnête, noble. Le malinké va faire firi, surnom donné à un enfant dont la mère est allée faire ses couches en un endroit écarté pour dépister les esprits malfaisants. C'est-à-dire Horus. Et la femme en question là, c'est Isis elle-même. Donc le nom de Firi et autres là vient de Horus comme fils d'Osiris. Et le lieu en question, on connaît, ce sont les marais de Kémis. Le malinké va venir dire ferrer, joie, contentement, se réjouir. Bon, comme c'est comme ça que je suis seul à ne pas être d'accord avec tous les égyptologues. Parce que c'est la doxa actuellement, hein, tous les égyptologues disent que ça c'est un trilitère, NFR. Voilà. Quand vous allez lire les documents autres, c'est ce que vous allez voir là-bas. Aujourd'hui, peut-être c'est la première fois où je viens dire non, donner un autre son de cloche. Mais comme je vous ai dit, quand vous êtes en train de faire ces trucs, il faut toujours avoir un élément qui n'a rien à voir avec ce dont vous parlez, qui peut confirmer. Et donc, nous avons cette graphie-là, avec le signe lui-même, plus le membre viril. L'égyptologie dit toujours néfer, pour dire phallus, sémence. Non. Le malinké dit foro, phallus, verge. Il n'y a pas sur la terre un mot, une langue où on a néfer comme le nom de la verge. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas N, c'est F qui est le mot qui commence. Donc, FR, c'est un bilitaire, ce n'est pas un trilitaire, ce signe-là. Et quand on poursuit, on va voir que chaque fois, le malinké donne un bilitaire. Et si vous avez des grains avec le signe lui-même, l'égyptologie dit néfer, grain. Le coq va dire nafri, grain. Le malinké va venir dire ferré, grain de baobab. Le baoulé dit afflé, grain d'abrus, perle. Le malinké va venir dire firi, couscous, de graines de l'usine, c'est-à-dire le fonio. Le malinké va dire folie, graine. Et folo, poids de terre. Donc on voit que chaque fois, le malinké donne FR. Mais ça, c'est le symbole du zéro hein, que je suis en train de déplier comme ça, là, que Néferhotep nous a montré. On a vu tout à l'heure là-bas qu'il y avait le K qui est un point, un trou. La graine aussi est le zéro. Parce que c'est de la graine que tout est sorti aussi. On a cette nouvelle graphie ici, le même. Sauf que ici, vous avez le rouleau de papier scellé et puis il y a une corde derrière. Bon, ça c'est un peu parce que habituellement la corde est avant pour mettre un truc. Mais là, ça veut dire que c'est à la fois quelque chose d'abstrait, mais aussi ça représente un truc concret. L'égyptologie va dire néfer, corde, câble de halage. Le baoulé va dire aphoro, ceinture, une grosse ceinture en cuir. La ceinture des rockers là, voilà, pas vos petites ceintures en ficelle là. Le malinké va dire fallé, fari, gros fil, trame, échanger, alterner. Le malinké va venir encore pour dire firi, corde ou liane souple employée comme lasso. Le djalonké va dire firi, tourner. Le peul va dire fala, gros fil. Le malinké va revenir pour dire falamou, cercle évidé, cerceau, licou, nœud coulant, collé, creusé en rond. Même malinké fori, anneau. Malinké encore fourou, mariage, marié. À cause de la corde, à cause de l'idée d'échange. Donc l'éternel recyclage des choses.
Oui. Je vais mettre la corde au cou, là. Si. Nous avons cette autre graphie où le signe apparaît encore. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le signe du 0 qui est là, toujours. Ici, nous avons le signe d'Atum qui revient, et puis une fleur comme signe directeur. L'égyptologie va dire Néfertem, un des 42 assesseurs d'Osiris, dans la salle des 2 maths. Bon, ici, on voit une chose que j'ai remarqué aussi entre les graphies en Égypte ancienne et la langue malinké. Chaque fois qu'il y a un mot composé, très souvent, et puis le signe qui est en bas là, c'est la chair. C'est af ou afou, deux fois. De quoi il s'agit, ce af là? C'est la chair noire de Ré quand il est dans l'autre monde pendant la nuit, à la 6e heure, et il est entouré à cette période-là par le serpent Méhen. Et sa chair devient noire, carbonisée, et il se régénère à cet endroit. C'est ça qu'on appelle af, qui va donner chez les chrétiens et autres plus tard la chair. Quand on parle de la chair dans le christianisme, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce af-là, l'endroit où ce af se trouve et se régénère là, c'est ça qui est l'Afrique là. Donc vous voyez, ensuite vous avez la bouche plus, ce qui vient après la bouche là, le rectangle avec les 2 traits là, c'est un bassin où il y a de l'eau dedans qui donne le son ch. Chez les bassins là-bas, ça fait le rythme du chai. On te met dans le bassin avec l'eau dedans pour te régénérer, pour te purifier, pour enlever toutes les scories. C'est ça qu'est l'Afrique. C'est le lieu où on se purifie. La terre africaine, là, c'est ça. Ce sont les termes là que nos ancêtres ont mis. Bon, Wallis Berg, dans son dictionnaire, il met à fraîche une ville en Égypte. Non, ce n'est pas une ville en Égypte. Il ne sait pas en fait. Mais comme il voit le signe de la ville, c'est un nom de ville, il a dit une ville en Égypte. C'est le continent lui-même dont il s'agit. C'est le nom du continent qui est là. Le mot Afrique, là, voilà une de ses plus anciennes étymologies qui est là. Le bassin là qui est devenu chaud, là, à l'origine, c'était un cas. Quand on dit bassin, il faut bien entendre bassin. Pas bassin où on nage seulement. Non, le bassin de la femme où l'enfant se trouve avant de sortir. C'est ça l'Afrique. C'est pour ça qu'on dit notre mère, l'Afrique. Les Berbères vont dire Ifriqiya, caverne, grotte, cachette, par extension l'Afrique. Oui, effectivement, grotte, caverne, cachette. Parce que c'est là-bas que Isis est allé se cacher pour mettre au monde aux Russes. Et le bassin en question là, c'est la cachette du bébé avant de sortir à la naissance. Le fou dont on parle là, c'est ça. L'endroit d'où tout est sorti. Le fameux chaos. C'est cette vision des choses là que nos ancêtres ont pris pour donner le nom du continent. On dit que c'est les Berbères qui ont dit ça là-bas. Non, ce n'était pas des Berbères. Avant qu'ils deviennent des Berbères, là, c'était des Égyptiens autochtones, des anciens Égyptiens qui ont migré, qui sont allés s'installer dans la Tripolitaine. Bon, j'ai dit que toute cette affaire-là, il y avait une affaire de vent dedans. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le vent lui dit. Vous avez cette graphie. L'onde plus la vipère, et puis l'égyptologie lit ça, Nefou, vent fort, brise. Le malinké va dire Founou. Ici, le malinké fait une métathèse. Donc, les deux voyelles, les deux syllabes sont retournées. Pendant qu'eux ils disent Nefou, non, on dit Founou, ou Foulou, ou Fourou, souffle. Un vrai, il y a un problème de... Il n'y a pas le chargeur. Non, l'ordinateur même. Donc, souffle, poumon, rempli de vent, être agité par une brise. Le Néo va dire Vovolo, souffler. Le Hausa dit Foura, souffler. Le Mandja dit Poulou, respirer. Kikongo, Poula, souffler. Le Samo, Pere, souffler. Et le latin va avoir Spiri, tous. C'est le Piri là.
spiritus, souffle, esprit. Qu'on a vu tout à l'heure, le popolo là aussi, l'aile. Tout ça, c'est l'affaire du vent. Et vous voyez le nefou qu'on a ici là. Les autres vont dire, les arabes, ceux hébreux autres là, vont dire naf, l'âme. C'est de l'air là dont il s'agit là. Merci. Et donc ici, on a encore cette air-là qui va se déployer dans les éléments qui interviennent dans la mise en place de ce fou. Et puis, nous avons cette dernière graphique que je fais intervenir qui va donner, on voit, c'est les Dogons qui appellent ça le vomissement du monde, que le monde a été vomi à partir de ce fou-là. L'égyptologie va lire ça, fille, nausée, ressenti un dégoût. Le malinké dit fille, cracher. Le baoulé dit fille, vomi. Et le baoulé va dire liquéfie, rien, zéro. C'est-à-dire la chose qui a été vomi. Voilà d'où vient le zéro là. C'est liquéfie, ce qui est vomi. Et le malinké va venir faux, sauf, excepté, être omis, être évacué, se vider. Quand tu te vides, tu es rempli de rien, de zéro. Et le même malinké va dire phonon, vomi. Et il va dire foro, gober, absorber. Parce que c'est le recyclage. En même temps, tu vomis, en même temps, tu avales. C'est comme ça l'univers fait. Les choses qui sont générées sont retournées et recyclées. C'est que nous avons à notre quatrième point. Bon, on va aller au pas de course maintenant parce que, comme je vous l'ai dit là, le zéro là, il y a trop de choses à dire. C'est trop dense pour qu'on puisse... Là même, on n'a fait qu'effleurer la surface de la chose. Donc, on va convoquer Horapollon. Horapollon est un de ceux qui ont écrit sur ces questions-là des trucs. Il dit que lorsque les Égyptiens veulent représenter l'univers, ils dessinent un serpent tacheté d'écailles variées. Ce sont les écailles que je vous ai montrées tout à l'heure avec l'arc-en-ciel. En train de manger sa propre queue. Par les écailles, ils font référence aux étoiles qui sont dans l'univers. Cet animal est très lourd comme la terre et aussi très glissant comme l'eau. Mais plus encore, chaque année, il se dépouille de sa vieillesse avec sa peau. Tout comme dans l'univers, l'année procède à la même transformation et se renouvelle. Le fait qu'il utilise son propre corps comme nourriture induit que toutes les choses que la divine providence engendre dans le monde disparaissent en lui également. Bon, le reste sur le roi, là, c'est pas, on n'en parle pas ici. Voilà une des premières représentations de ce jour-là. Maintenant, je suis en train de parler du signe, le symbole même qui a été utilisé pour faire le zéro. Et ça, c'est une palette qui se trouve au MoMA, à New York, là-bas, dans leur musée, qui date du 4e millénaire. Vous avez le serpent enroulé lui-même. Et en haut, vous avez le cérèbre d'Horus. C'est le zéro qui est là. On va dire non, mais il n'a pas sa queue dans sa bouche. Bon, ici, il a sa queue dans sa bouche. Ça, c'est dans la tombe de Toutankhamon. Et vous voyez le vomissement du monde. Vous voyez les représentations, la tête qu'elle a là, la personne en train de vomir. C'est pour ça que les Dogons parlent du vomissement du monde. Et nos ancêtres ont pris comme image de ça le volcan. Vous voyez, le volcan, c'est sa propre lave qu'il crache là, qui sert à le constituer. Plus il crache de matière, plus il se développe. C'est cette idée-là. Et donc, nous allons voir maintenant, sous ce signe-là, le signe de ce zéro-là. Voilà la graphie égyptienne qui dit « Wo ». Vous avez le poussin de caille plus le serpent. L'égyptologie dit « Douvé serpent », baoulé « Wo », serpent. Le malinké « Wo », trou, creux. Le même malinké va faire « Wolo », tuyau, disque creux, anneau. Le mandja va dire « Wolo », vide. Le kikongo va dire « Wolo », or. Komo, olo, or. Kiluba, ulo, or. Kibundu, ulo, or. Et ce poussin de caille là, vous voyez, en phonétique, il donne le son ou. Pourquoi? Parce qu'en malinké, il s'appelle wolo woloni. C'est la caille, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà comment les signes là ont été. On prend le mot de l'objet, et puis la première lettre, et puis on a fait ça qui va donner les différents sons que nous avons là.
Nous avons ici encore la mèche de cheveux. À cause de la couleur jaune que vous avez vue sur l'or tout à l'heure, là, sur la tête d'Horus. C'est le signe là qui a servi à faire le 0. Ici, vous avez la naissance, parce qu'il s'agit de mettre au monde. J'ai traduit Ouroboros là par ce qui naît par sa propre bouche en se vomissant, comme un volcan. Vous avez Woloné, Wouré, sorti, embêté, sorti d'où? Du ventre maternel. Ici aussi, vous avez l'eau, parce que c'est la forme liquide qui a été utilisée pour réaliser ce 0 là. Et le fou est lié à la royauté. Donc vous avez Wara, Ouro, le roi. Wa, organisé, exécuté, accompli. Et puis vous avez la divinité elle-même. Wa, en égyptien c'est un, c'est-à-dire Dieu. Le bassa va faire Wara, un. Le malinké fait Wara, divinité représentée par un masque de bête féroce. Warasa, oiseau de proie, rapace. Que vous utilisez, qu'on utilise comme le déterminatif, le classificateur des divinités. Horus qui est sur son pavois là, c'est de lui qu'il s'agit. Et voilà le symbole du 0. Voilà d'où vient le symbole du 0, ce cercle-là. Ici, c'est sur le mausolée de quelqu'un en Belgique qui a représenté ça sur son mausolée. Donc, vous avez en malinké Wo, le vide. Mais c'est quel vide? C'est le vide qui a été laissé par ce qui a disparu. Donc, ce n'est pas un vide qui existe en tant que tel. C'est quand vous escamotez quelque chose, le trou que ça laisse là, c'est ça qui est le 0. Donc, il n'y a pas de rien qui existe. Il y a toujours eu quelque chose. Par exemple, quand vous perdez quelqu'un, le vide que la personne laisse là, le deuil et autres là, c'est le 0. Ce qui nous amène à notre 5e point, sur le nom. Parce qu'eux, ils ont voulu dire Pharaon avec le néfer là pour pouvoir arrêter en 0. Non, non. C'est un mot à part qui a été utilisé pour faire le nom. Là, je viens de vous montrer l'origine du signe. Maintenant, le nom. Parce que quand vous avez un nombre, il faut d'abord le concept du nombre, le signe, le chiffre qui a été utilisé pour le représenter, et puis le nom du nombre. Quel est le nom du nombre que nous avons là? Ça vient de 7. Bon, revenons à ce que Plutarque dit. Plutarque dit, ayant pris en secret la longueur exacte du corps d'Osiris, Typhon, c'est comme ça qu'ils appellent 7, d'après cette mesure, il fit construire un coffre superbe et magnifiquement décoré. Et il fit apporter au cours d'un festin, étonnement et ravissement de tous. Typhon promet en plaisantant de l'offrir à qui pourra s'y étendre et le remplir exactement. Tous essaient en vain. Osiris y entre de tout son long s'y étend. Aussitôt les 70 convives s'élancent pour fermer le couvercle. Le coffre fut alors porté sur le Nil et on le fit descendre jusqu'à la mer par la bouche tanitique du fleuve. Voilà comment Seth a pris le pouvoir en Égypte en assassinant Osiris. C'est cette disparition d'Osiris là qui est le 0. Et le 0 là, le mot là, c'est le nom d'Osiris et le nom de Seth eux-mêmes. Les deux. Et voilà la graphie pour Seth. L'égyptologie lit ça d'Esret. C'est un héron, un flamant rose qui est là. Pour dire désert, aussi albinos. Le malinké et puis le coq vont dire tour rouge. C'est le Swahili qui donne la clé. Parce qu'eux vont dire héros, le flamant rose, et zérou, l'albinos. Voilà l'origine du mot zéro. Et le lingala va dire selo, le désert, le sable. Le piège que Seth a tendu là, voilà la graphie. Ça, faire le tort, agir avec perversité. Le malinké va faire saré, trappe, nas, piège. Le même malinké va faire serou, trou profond. C'est ça le 0. Le dogon va faire souro, nœud coulant, filet, piège. Le baoulé va faire série, ceinture en cuir. Ce qui nous amène à notre graphie suivante où on a saré, fosse mortuaire. Parce que le scarabée enterre dans ce kabourou-là, le truc. Donc, on a ce saré-là. C'est-à-dire que vous avez un aliment, que ce soit au niveau du concept, que ce soit au niveau du chiffre, que ce soit au niveau du nom, ce sont les mêmes choses.
avec différents éléments, mais ce sont les mêmes choses qui reviennent pour dire à peu près globalement ce dont il s'agit. Et puis on va avoir la protection que le 0 est. Le 0 est une protection. L'égyptologie dit ça, protection, objet de protection. Malinké va faire Siri, lié, entouré, objet sacré. Bon, quand on descend pour aller chez les Haoussa au Niger, là-bas, eux, ils ont Assiri, secret, mystère. Et le Swahili, qui est au bout là-bas, vers l'océan Indien, va dire Siri, secret, mystère. On retrouve notre mèche de cheveux encore, les fameuses fibres, Siri liées. Le Malinké va faire encore Sirikou, que d'un animal, la vache servant d'opération magique. Parce que le 0 là est un objet magique. Et le Malinké va dire Siri est en état de grossesse. Ici, vous avez Sera, grain. La graine toujours, comme on a vu dans les autres cas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est par exemple le sumérien qui dit Sé, graine, et qui va dire Zi, souffle vital, âme, vie. Bon, le Malinké dit Si, ici, multiplié, divisé, moudre, broyer. Parce que tout ça, c'est toujours les mathématiques qui sont en rebond. Vous avez cette graphie aussi pour la géométrie. Le Malinké va dire Séléké, pointe de canine, pointe en général, sommet d'un angle, arête ou angle extérieur, les mathématiques. Et puis nous avons le verbe créateur. Serou, annoncer, décréter, ordonner, discours, prophétie. Le Coq va faire sort, dire, parler. Le Malinké va faire Sara, bavardage, bruit que font les gens en parlant ensemble, causerie, récit. Le même Malinké va faire série, prière, prier, fête de la circoncision. Circoncision à cause de cette opération qui te permet de participer aux prières, aux rituels. Donc, la définition du 0, c'est ça, là. Le vide laissé par ce qui a disparu. Parce que quelle est la définition qu'on donne aujourd'hui? C'est un nombre soustrait de lui-même. Ça, ce n'est pas la définition. Ça, c'est comment on obtient un 0 dans un calcul mathématique. Mais le 0 n'est pas qu'un objet mathématique. Et dans le rêve du temps, il faut définir la chose. Et la définition, c'est les Africains qui donnent ça. Ils disent que c'est le vide laissé par ce qui a disparu. C'est le cercle magique qui protège ce qui l'entoure en l'escamotant aux yeux des autres. C'est pour ça que dans la multiplication, le 0 absorbe tout ce que vous mettez avec lui. Et ça donne aussi l'espace d'où tout est sorti, le fameux chaos des Grecs. Mais toute cette affaire-là est sortie d'Afrique. J'ai dit dans les annonces que j'allais parler du Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que vous avez vu en filigrane des trucs. Bon, on ne va pas avoir le temps de parler de ça. Mais il y a beaucoup de choses, tout ce que je viens de vous dire là, a été pris par les gens qui sont hors d'Afrique. Je vous ai montré le cas des Indiens, des Arabes et autres. Mais les Européens eux-mêmes, dans leur culture, dans le folklore européen, si vous enlevez l'héritage africain dans le folklore européen, il ne reste plus rien là-bas. Ce n'est pas parce que Maître Guy m'a dit, c'est la réalité. Vous enlevez l'héritage africain, il n'y a plus de culture en Europe. Le folklore européen s'évanouit. Je vais vous montrer un élément seulement, puisque le temps est presque achevé, auquel vous ne vous attendez pas même. On a parlé du 0 tout à l'heure avec Néferhotep. Voilà le symbole de Néferhotep ici qui revient. Toujours le fourou là. Les égyptologues continuent de dire toujours Néfer. Ils disent Néfer guitare. Non, ce n'est pas une guitare. Le Malinké dit folon, violoncelle. Le même Malinké va dire folie, musique, prononciation. Le Malinké dit fort, émission d'un son ou d'une parole, jouer d'un instrument de musique. Le Malinké dit folon fort, jouer de la violoncelle. Et le même Malinké va dire nifiela, le gosier, la tranchée artère. C'est ça qui est dessiné ici là. Le fameux signe du 0 là. Mais je vous dis violoncelle. Celui qui connaît l'instrument de musique, il sait de quoi il s'agit. Mais ça là, c'est le net plus ultra de la culture européenne. Violoncelle là, ils ne partagent pas ça avec quelqu'un. Non, ça c'est leur chasse gardée, c'est pour eux, c'est le raffinement à son sommet. Mais c'est un instrument africain qu'on l'a envoyé là-bas. C'est lui ou c'est pas lui?
Le nom violon même qu'ils ont donné là, c'est le mot follow que je viens de vous donner là. Mais ça, ils appellent violoncelle parce qu'ils ont gardé le mot violon pour le plus petit. Mais les deux s'appellent la même chose. Salif Keita a chanté ça, cet instrument-là. Il y a 4 cordes. Voici l'égyptologie, l'Égyptien ancien qui met les 4 cordes. Normalement, 4, c'est dit foudou. Ça là, ils auraient pu mettre un seul truc et puis mettre les signes du pluriel. Il n'a pas fait ça. Il a mis les 4 serpents. Pourquoi? Pour montrer les 4 cordes qu'il y a là. Les 4 cordes, ce n'est pas le hasard. Ce sont les 4 couples initiaux des ancêtres primordiaux. Parce que cet instrument-là, c'est l'instrument de la création. Le serpent qu'on voit depuis tout à l'heure, là, les Malinké l'appellent Fophonie. Et qu'est-ce qu'on dit sur les violoncelles? On dit que la violoncelle fait partie des instruments ayant la plus grande tessiture, c'est-à-dire pouvant fournir le plus large spectre de fréquences. Autrement dit, avec le plus grand nombre de notes, du grave à l'aigu. D'autre part, il est souvent affirmé que cet instrument est celui qui se rapproche le plus de la voix humaine. C'est sûrement pour cette raison que ces sonorités déclenchent souvent des émotions fortes dans l'auditoire. C'est exprès, c'est pour ça que nous avons fait cet instrument-là. Ces fameuses émotions-là. Quand on dit la musique guérit, là, c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous voyez comment on joue de la violoncelle, c'est comme un homme qui est en train de faire l'amour avec une femme. Maintenant, on a mis un truc en bas, une tige pour que ça puisse tenir seul. Avant, il n'y avait pas la tige. Quand nous, on est parti avec ça, il n'y avait pas la tige. Tu mets ça entre tes genoux, tu bloques avec tes genoux la grosse caisse là, et puis tu joues maintenant. C'est comme ça qu'on joue. Ici, nous avons l'égyptologie dit Neferma, joueuse de tambour. C'est pas ça. Foro, bruit violent, saccadé, parce que à cause du battement des tam-tams. Ce qui est écrit là, c'est maféré, vue, spectacle. J'ai dit, quand c'est des mots composés, il y a changement entre les trucs, entre le mandingue et ce qui est écrit. Vous avez ferré d'abord et puis vous avez ma ensuite. Mais l'œil là vous dit qu'il s'agit de quelque chose qu'on regarde. Donc, maféré, vue, spectacle. Et la femme là qui est assise là, c'est ça qui a donné le prénom Férima. Férima, c'est musicienne, mais musicienne un peu libre, un peu olé olé. Et le mot musique lui-même sort de là. Voici la graphie qui va donner musique. J'ai mis la progression. L'égyptologie, Lisa, habituellement, la tête des trucs qu'on met ici, là, il n'y a pas l'oreille. Si vous voyez les autres variantes, il n'y a pas l'oreille. Mais ici, on a mis l'oreille parce que c'est quelque chose qu'on écoute aussi ou d'abord. Donc, c'est pour ça que l'oreille se distingue. L'égyptologie, Lisa, meska, se réjouit, joie, allégresse. Le malinké va dire moussa, désir féminin, être en chaleur, rut. Le grec va dire mousse, les muses. Quand on dit les muses là, il ne faut pas vous méprendre, c'est les femmes. Mais on dit muse pour ne pas dire femme. C'est les femmes qui inspirent les arts et autres, mais c'est les femmes d'abord. Ensuite, on dit chant. Le malinké va dire moussoko, affaire de femme, désir masculin. Là, c'est le désir masculin maintenant. Et le grec va dire moussokolax, flatteur des muses. Flatteur des muses, ça veut dire quoi? Tu les flattes comment? Il faut être sérieux. Le même grec va venir dire moussoleptos, possédé, c'est-à-dire inspiré par les muses. Quel inspiré? On dit tu es possédé. C'est ça qu'on a dit. Faut pas expliquer. On dit possédé. Et le même grec va venir dire moussizo, jouer sur un instrument, faire résonner. D'où musikos, la musique, qui cultive la musique, musicien. Voilà l'origine du terme. Voilà la graphie égyptienne qui donne la musique. Qui fait partie avec les 3 autres sciences pour faire le quadrivium de la formation, du cursus. Bon, on n'a plus le temps, mais on va donner un élément seulement du Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas les Nazgûl qui sont là. Avec le serpent ailé sur lequel ils sont assis. J'ai mis tout le folklore des terres du Nord provient des histoires africaines traditionnelles. Les noms montrent l'enracinement dans les langues du continent noir, au nombre desquelles le Dogon est en premier plan.
Le Malinké dit Sauron, obéissance, soumission. Le Sauron là, qui est dans le Seigneur des Anneaux, qui maîtrise les autres avec son anneau là, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà d'où vient le nom. Vous avez l'œil de Sauron là, qui regarde tout. Ça qui est dessiné ici. Et vous voyez les Nazgûl. Ils n'ont pas de forme en tant que telle. Parce que c'est le dessin là, tel que vous avez. C'est des formes vides. Ils ont besoin des vêtements que leur donne Sauron pour pouvoir exister. Et voici la monture là. Un anneau pour les contrôler eux tous. Parce qu'il y a 9 anneaux qu'il a donnés aux autres rois. Et puis il y a l'anneau, le dernier anneau que lui-même il a, qui contrôle les autres anneaux. Sauron, obéissance, soumission, se prosterner, faire acte de soumission. C'est le nom de ce personnage-là. Et puis vous avez Gollum, tous les autres là. Par exemple, là, vous avez un Pergué Tegou. Le Dogon donne les éléments. Le Pergué Tegou va dire Gongoro, cercle, circuler, contourner. C'est le Gondor, le territoire en question où se déroulent les événements là-bas. Et la montagne du destin. La montagne du destin. Ici, vous avez l'égyptologie, cette graphie, Urek, en Earth God. Non, il s'agit du volcan. Ce n'est pas un dieu terre, c'est le volcan. Le Malinké va dire Wokolo. Ici, il y a eu une version entre les deux. Dieu naît des cavernes, chef des forgerons. C'est ça que vous avez dans le Mordor là-bas, dans la terre du milieu. Ceux qui ont réalisé le Seigneur des Anneaux savent de quoi je suis en train de parler. Le Malinké va faire Waraka, déborder, développer, qui est le volcan. Et puis vous avez les orques et les hobbits. On va finir par les orques et les hobbits. Voilà la graphie. L'égyptologie lit ça, tombe, montagne sépulcrale. Le Malinké va dire Wolo, trou, creux, grotte, creux d'arbre. Le même Malinké va venir pour dire Woloko Tigi. Woloko Tigi là, c'est ça qui est les orques. Qui a la protection des anneaux, les orques. Et le même Malinké va dire Woloko, arrêter dans son développement, naître inachevé, comme le sont les orques. Le même Malinké va dire Wobato, habitants des creux, les hobbits. Wobato. Voilà le mot d'où sort le nom des hobbits. Là. Et les hobbits, là, on dit ils font quoi? Que c'est des gens qui sont très... Ils arrivent à se dissimuler facilement, ils passent inaperçus quand on les cherche. Wolo, s'en aller sans faire de bruit, passer inaperçu. Tout ça, ce sont les mots africains qui organisent tout ça. Il y a les autres graphies, c'est parce qu'on n'a pas le temps, les Saruman, tout ça là, Aoulé, tout ça, on a les graphies qui viennent d'Égypte. C'est l'Égypte qui organise tout ça, en passant par les autres peuples. Ici, les Dogons ont mis en place tous les éléments qui permettent de voir ça. Conclusion. Comme c'est également le cas pour de très nombreuses inventions scientifiques et techniques africaines, la perte de la connaissance des hiéroglyphes consécutive aux persécutions et au vandalisme du christianisme a favorisé l'attribution de la paternité des chiffres et des lettres aux Babyloniens, aux Phéniciens, aux Grecs, aux Hébreux, aux Indiens et aux Arabes, dans la littérature desquelles l'Européen barbare a d'abord rencontré ses idées. Le génie de Champollion, 2 siècles de fouilles archéologiques dans la vallée du Nil et un retour à notre ancestralité à travers nos langues nous permettent aujourd'hui de rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique et dont les autres s'étaient accaparés. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur. Nous allons prendre quelques questions ou propositions. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Nous avons eu beaucoup. C'est cet élément qu'ils prennent pour représenter la signature de l'univers. Le fou, le zéro, apparaît comme l'espace d'où tout sort, qui donne naissance au réel, qui produit la création. Et donc, quand ils regardent autour d'eux, dans leur environnement, la chose qui ressemble à ça le plus, c'est l'utérus maternel duquel tous les êtres sortent. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait cette coïncidence. J'ai dit à certaines occasions que pour les Africains, la pensée par analogie, 2 choses qui ont le même fonctionnement sont la même chose. Et on peut prendre l'une pour remplacer l'autre. C'est ça qu'ils font. On regarde la signature
Et puis on regarde autour de nous. Par exemple, c'est pour ça qu'ils ont pris le volcan aussi. Parce que quand on regarde le volcan, toute la matière qui va créer le volcan, qui va faire le volcan, sort du volcan lui-même. Chaque fois que la lave est éjectée, c'est ça qui construit le volcan. Au fur et à mesure que le volcan est en activité, la cheminée là monte et la montagne monte avec le volcan parce que les couches de lave se superposent les unes aux autres. Donc voilà comment ils font. Et le ventre maternel, c'est la même chose. Et c'est de là-bas que les êtres sortent, comme s'ils sortaient d'un néant. D'où le noun. Donc voilà comment ils font. Et le féminin, c'est en fait, la première manifestation est une manifestation mâle, parce qu'il faut le mouvement, et le mouvement est masculin. Mais après ça, toutes les autres productions là sont du domaine du féminin. Et puis, le monde dans lequel nous sommes là, c'est le monde du féminin. Et l'autre monde dans lequel Dieu est, ça c'est le monde du masculin. Donc comme ici on est dans le monde du féminin, donc c'est le féminin qui organise la partie ici là. Maintenant, le carré et puis le rond, c'est la même chose. Sauf que le carré apparaît comme un rond masculin. Et le rond comme un carré féminin. C'est comme ça que nos ancêtres voient la chose. Mais la forme en tant que telle n'est pas trop fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est l'idée d'enceinte, de quelque chose qui entoure ce qui est, et puis à l'extérieur là, il y a le néant. Quand vous prenez la forme d'un œuf, ce n'est pas aussi circulaire que ça. Voilà, c'est un peu ovale et autres là, mais c'est l'idée qu'il y a. Et donc, quand on ne peut pas faire de façon circulaire, on fait de façon angulaire. Et puis, ça fonctionne. Mais ce sont les informations qu'il faut regarder. L'image que j'ai montrée tantôt, par exemple, il y avait les différences de couleurs, comme les écailles dont parle Apollon. Et ça, c'est l'idée de arc-en-ciel qu'on met. C'est vrai, on voit un carré, mais c'est un arc qui est dessiné. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est apparent. Il faut regarder au-delà de l'apparence aussi, pour comprendre à partir des éléments qui sont donnés comme éléments d'information, c'est qu'il y a les différentes couleurs que vous avez là, ce sont les écailles. Donc, le nom même peut évoluer avec ça. C'est pour ça que quelqu'un comme Marcel Guiraud a dit que les sociétés africaines là ont des symbolismes sans fin. Parce que vous n'arrivez jamais à finir d'enlever les poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres. Il y a une conférence que je compte faire qui va s'appeler « Danse comme un hiéroglyphe ». Et là, on va prendre un seul hiéroglyphe et puis on va faire 4 heures dessus. Parce qu'il y a tellement d'informations des fois dans les choses. Un seul hiéroglyphe. Vous pouvez faire toute la journée dessus. Et puis la dernière question, c'était... Oui, bon, ce que j'ai montré là, c'est une modélisation moderne. Il faut aller voir une chaîne que je vous ai déjà recommandée qui s'appelle Balade mentale. Ils font beaucoup de vulgarisation scientifique, mais de façon très pointue, parce qu'ils vont vraiment au cœur des choses. Et c'est eux qui ont mis ça. Ça, c'est une modélisation 3D qui a été faite par des scientifiques actuels sur une chaîne carbonée. Vous voyez ce que vous voyez là, c'est du carbone, mais ça a la couleur de l'or. Bon, j'ai dit que le fou n'est pas exactement comme ça, parce que, mais dans le Mvet là, on a dit Akingos, l'œuf de cuivre d'Akingos là, il y a la lumière à l'intérieur, puisqu'il dit que la lumière et la vie étaient en moi, à l'intérieur. Donc la lumière est à l'intérieur. Sauf que comme elle est à l'intérieur, elle n'est pas encore sortie. Mais tout était à l'intérieur. Puisque les textes des pyramides disent que quand Atum a pris conscience de lui-même, la création est apparue devant lui comme un plan. Ce sont les fameux signes qu'on a vus là. C'est-à-dire que tout ce qui existe là, les signes existaient avant la chose elle-même. Parce que ce sont les signes que Atum a vus d'abord. Ce sont les signes qu'il a d'abord objectivés. Et puis c'est à partir des signes qui ont été projetés dans l'univers que les choses sont advenues après. Voilà comment on peut répondre à cette position. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir, Sossé. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique autour de ce film qui va sortir bientôt sur la Cléopâtre noire. On a également l'ancien directeur des antiquités du musée du Caire qui a annoncé aussi que lui aussi va produire un film avec une Cléopâtre
réelle, c'est-à-dire à peau claire ou blanche. Est-ce que vous pouvez nous en dire sur les enjeux de cette colonie-là, de cette affaire de Cléopâtre noire ou claire? Moi, je ne sais pas. Hein, en temps normal, ces histoires-là, je ne m'en occupe pas. Parce que il y a 2 groupes sur la planète Terre qui ont hanté leur civilisation, leur développement sur le mensonge. Ce sont les Européens blancs là, et les Asiatiques sémites. Sur la planète Terre, là, ce sont les 2 groupes-là qui mentent sur leur histoire. Et ils sont toujours prêts à des bagarres inutiles. L'Égypte, là, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Asie, c'est en Afrique. L'Égypte a commencé moins 4000 avant notre ère. À l'époque de moins 4000 avant notre ère, là, quel arabe était là? Quel arabe? Donc vous ne pouvez pas arriver à la fin du match pour dire que les buts qui ont été marqués à la première mi-temps, là, c'est vous qui les avez marqués? Comment cela peut se faire? Bon. Comment elle s'appelle même? Cléopâtre même, là. Bon, nous, Africains, par exemple, d'aujourd'hui, qui sommes en train de lutter et de travailler pour notre renaissance et autres, en quoi Cléopâtre nous intéresse même? En quoi? Elle ne nous intéresse pas. Ça, c'est l'Égypte colonisée, où les 80% de la population africaine qui était là-bas avaient déjà quitté le territoire quand eux sont venus s'installer. Les Ptolémées, là, qui sont venus s'installer là, c'est eux qui ont appelé l'endroit Égypte et les Grecs, là. Mais cette terre africaine-là a été envahie de populations leucodermes depuis au moins 1000 ans, 1500 ans, au moment où les Arabes viennent s'installer. Zaï Awa, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Je le défie. Il n'a qu'à organiser une discussion, crayon en main au tableau. Lui et moi, on va débattre de cette question-là. Je ne vais pas répondre dans les... Non, non. S'il est vraiment sûr de son fait, de ce qu'il est en train de dire, qu'on organise les 50 ans du colloque de 74. C'est ça, non? C'est bientôt 50 ans, là. Ils n'ont qu'à organiser le cinquantenaire du colloque de 74. Nous allons venir encore. Cette fois-ci, on va venir peut-être 2. Et puis, eux n'ont qu'à venir 150. Il ne faut pas vous laisser distraire par ça. Le travail que nous avons à faire, c'est un travail qui est fondamental, qui est important. Pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. Les Européens, ils ne sont pas honnêtes. Les Arabes ne sont pas honnêtes. Je vous ai montré le cas de l'alphabet ici. Quand ils prennent un mot, une lettre, ils prennent le nom, ils regardent dans leur langue un mot qui ressemble à ça, et puis ils disent que c'est ça. Mais les Grecs qui ont reçu les mêmes éléments, les Grecs ont dit que l'alphabet là, ce n'est pas nous qui avons fait. Les noms des lettres là ne sont pas des mots grecs. Mais eux là, ils ont reçu la même chose que les Grecs. Pourquoi ils disent ce qu'ils disent là? Qu'ils ne peuvent pas prouver en plus. Les documents primaires qui sont détenus par eux-mêmes, ce que eux-mêmes leurs ancêtres ont écrit, ne corroborent pas ce qu'ils disent. Hérodote, ce n'est pas un Africain. Il a vu les Égyptiens comme je vous vois. Il dit ils sont noirs, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Aristote dit Agan Mélanes. Agan, ça veut dire excessivement noir, excessivement. C'est ça que Agan veut dire en grec. Bon, Zaï Awas, il ne comprend pas le grec. Sinon, il ne peut pas raconter ce qu'il raconte là. Ne vous laissez pas distraire par ça. On a du travail à faire qui est plus sérieux que ces choses-là.
civilisation la portion des Européens. Si tel est le cas, eh bien l'Égypte ne sera jamais morte. Cette civilisation ne sera jamais morte. Laissez-les. Continue-le à faire. Ce qu'ils veulent croire. Mais le plus important, c'est nous. C'était pas une question. Merci, professeur, pour cette conférence. Vous avez parlé longuement du zéro et dans l'intitulé de la conférence, il y a marqué la date et le lieu Abidjan, 13 mai 6259. Bon, ça c'est une question habituelle. Hein. On répond à cette question quasiment à chaque... C'est la date que nos ancêtres ont fait. Le premier calendrier en Égypte ancienne sur laquelle on a une date précise, exacte, c'est elle qui donne cette date-là. D'accord, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a eu un an zéro, un an égyptien, et pourquoi la date d'aujourd'hui, qui tient compte du calendrier actuel, coïncide avec ce qui a été le calendrier égyptien. Est-ce à dire que le présent calendrier est calqué sur l'ancien? Lequel présent calendrier? 2023 là? Oui, 2023. Bon, ça c'est pour les chrétiens. C'est les gens de... C'est pas le même calendrier. En fait, ils ont pris le nôtre là avec les 12 mois et autres cela pour adapter et autres cela. Mais leur date est plus récente puisque comment les gens font? C'est-à-dire que quand ils ont un héros culturel, c'est à partir de lui qu'ils établissent leurs choses. C'est cet héros culturel-là qui fait leur entrée dans l'histoire. En fait, c'est là qu'on voit. Par exemple, quand vous voyez le calendrier des Arabes et autres, il est plus récent que le 2023 là. Parce que c'est au moment où ils font leur égide qu'ils entrent dans l'histoire, véritablement. Donc, ils marquent ce point-là. Les Européens aussi, ils entrent dans l'histoire avec le christianisme par Jésus. C'est pour ça qu'ils marquent le point zéro. C'est leur point zéro. Ce n'est pas le nôtre. Nous, notre point zéro est plus loin encore. Mais nous-mêmes, en plus, nous avons le vrai point zéro. Sauf que le vrai point zéro est très loin. On ne peut pas l'utiliser. Parce que là, on doit aller au-delà des Osiris, tout ça. C'est loin, on ne peut pas utiliser ça. Mais la fois où on a une date exacte, précise, parce que ce n'est pas une date sur, oui, quelqu'un est mort à tel moment ou bien quelqu'un a fait un voyage à tel moment. Non, c'est une conjonction de planètes dans le système solaire qui permet d'établir cette date-là. Et c'est la date la plus précise qu'on puisse avoir. Et c'est à partir de cette date-là. La plus ancienne afférence de cette date, c'est ce que nous avons retenu et qui donne le 6259 que vous avez là. Donc c'est la date que nos ancêtres ont établie. Comme nous nous réapproprions notre histoire, nous n'allons pas continuer avec les calendriers des autres. Oui, non. S'il vous plaît, professeur, vous avez présenté tout à l'heure un tableau avec des chiffres et des symboles. Parmi les symboles, j'ai reconnu celui de la croix gammée. Oui. Qu'avait utilisé Hitler. Oui. Dans le temps. Mm-hmm. Pourquoi Hitler a utilisé ce signe-là? Et aujourd'hui, quand on voit ce signe, on se dit que c'est un signe vraiment qui est démoniaque, qui est négatif. Qu'est-ce que ça symbolisait pour lui? Pourquoi il a utilisé ce signe? Ça symbolisait pour lui la culture traditionnelle que les Africains ont envoyée en Europe. Mais lui, il ne sait pas que ce sont les Africains qui sont allés avec ça là-bas. C'est toute la pensée scandinave du Walaha, de la lutte des hyperboréens et autres. Ils ont ces différents symboles-là, qui sont des symboles africains. C'est pour ça que j'ai parlé du Seigneur des Anneaux. Tout le folklore nordique, des Vikings et autres, tout cela, ce sont les traditions africaines qui sont là-bas. Et donc, ce signe-là est parti là-bas. Un des groupes qui a envoyé tous ces éléments là-bas, ce sont les Baoulés. Ils étaient en train de poursuivre les pierres précieuses et l'or. Donc, ils sont allés jusqu'au nord de la Russie là-bas. Là. Et ce sont eux qui ont laissé ces différents symboles là-bas. Et donc, les peuples européens qui vont sortir de la préhistoire et autres vont utiliser ces symboles-là. Et c'est comme ça que Hitler va le trouver, qui est dans la culture des Germains antiques. Et ces Germains-là prenaient ces symboles-là. Mais ce sont des symboles africains. Mais ces symboles sont aussi allés en Inde et autres. Mais la svastika là, que vous voyez là, c'est un symbole très puissant. Parce que c'est le symbole du Nomo avec ses 4 bras qu'il tourne, qu'il brasse pour faire la création. La spirale de la création, là, elle sort de ce symbole-là. Et c'est ce symbole que
nous avons utilisé pour faire le nombre 5 et le nombre 2. Si vous arrivez à la maison, vous tracez la svatika et puis vous regardez. Le deuxième bras qui vient en bas ici, là, vous le déplacez, ça fait le 5. C'est comme ça qu'on a fait le 5. Et on l'a arrondi, simplement comme une cédille. La lettre, le nombre 2, le chiffre du nombre 2 et le chiffre du nombre 5 sortent de ce symbole-là. C'est un symbole qui est vraiment important pour les Africains. Sauf que, comme il a été pris dans cette culture par Hitler et il a fait ce qu'il a fait avec, ça devient bizarre aujourd'hui au niveau mondial. Mais chez nous, ici, il n'y a aucun problème. Si vous regardez sur les poids à PV lors des vacances, ça est toujours là. Parce que c'est notre symbole. Bon, ce n'est pas parce que les autres empruntent vos choses qu'ils vont faire n'importe quoi avec ça que vous allez jeter. Hein. Non, on ne jette pas, c'est pour nous. La croix même là-bas, là aussi, là, c'est pour nous aussi. Une autre intervention. Ouais. La question c'est, tu as parlé un moment de la maths. Quel est le lien un peu entre les mathématiques et puis la cosmogonie un peu en Afrique? Tu as survolé un peu le sujet. Comment les Africains voient les mathématiques dans leur cosmogonie? Les nombres sont des dieux. Et les mathématiques, c'est la science qui permet la transformation des choses par les dieux. Les 5 opérations qui ont été données, ce sont des opérations de comment l'univers s'est développé, a fait l'expansion. C'est ça. Soit par la division, puisque vous devez sectionner les choses, soit par la multiplication, mais la division et puis la multiplication, c'est la même opération aux yeux des Africains. Et puis, on additionne des choses. En les additionnant, ça produit un troisième élément. Ce sont ces différents éléments-là. Pourquoi la maths rentre en ligne de compte? Parce qu'à la fin, ça doit s'équilibrer. Il faut équilibrer. Et le mot mathématique même là, vient du mot math, qui est passé chez les Grecs encore. Tout ça, c'est toujours les Grecs qui ont fait sortir ça. Mais c'est comme ça qu'on appelait ici. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure quand on dit arithmétique, et puis le malinqué dit hiéréma. C'est de ça qu'il s'agit. Le grec va faire hiérématikos, arithmétikos. Le tikos qu'ils ajoutent là, ça c'est les déclinaisons. Et en allant dans les langues européennes et autres, c'est comme ça. Donc il n'y a pas le tic. Si vous enlevez le tic, vous avez le mot africain traditionnel. Et cette science-là, c'est... Je ne sais pas trop comment je vais dire ça. Parce que c'est la création de l'univers qui est recommencée et compris par l'humain. La signature que le cosmos nous donne par les choses que le cosmos produit. La voix de la nature dont on a parlé tout à l'heure, la voix du monde là. Cette voix-là, c'est une voix mathématique. Parce que les nombres là sont des dieux. De même chose que les signes et les lettres là. Ce sont des dieux. Et ce sont eux. Enfin, quand on dit Dieu, le sens occidental du terme fait qu'on ne comprend pas bien. Ce n'est pas des dieux en tant que polythéisme. Ce sont des principes, voilà, on va dire ça comme ça. Ce sont les principes. Les principes qui marquent la signature de l'univers, de l'acte créateur de Atum. Donc, l'humain qui fait des mathématiques ne fait qu'étudier la voie d'Atum pour pouvoir décoder les lois qu'il a laissées pour organiser le réel. Et ce sont ces lois-là qui nous permettent de faire tout ce que nous faisons, de construire des bâtiments, de faire, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ça, la mathématique, en fait. Et puis, comme on a dit là, exercer ses sens, c'est aussi une activité pour s'élever au niveau intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses pour obtenir les choses dans le concret. Il y a la partie où ton esprit même doit monter en gamme en faisant ces exercices-là. C'est pour ça qu'il est important de faire toutes ces choses-là. Une dernière question? Oui, cher ami. Monsieur, je voudrais d'abord vous dire merci parce que vous venez de m'éclaircir sur un sujet que j'ai longtemps cherché. Dans son livre Un destin pour l'Afrique, il explique un peu la migration et de l'architecture, de l'écriture sur les rives de l'Europe et puis de l'Amérique. Mais il n'a pas vraiment expliqué le comment et qui sont ceux qui ont essayé. C'est une métaphore en fait, pour dire qu'il y a eu une explosion initiale à partir d'un point zéro. C'est une simple métaphore.
Mais le fond de la question, c'est ce que je viens de vous présenter là. Tel que nos ancêtres ont objectivé les choses. Quand vous prenez la science moderne aujourd'hui, elle ne fait que confirmer tout ce que nos ancêtres ont dit. Chaque fois qu'il y a une trouvaille, une découverte, ça ne fait que confirmer ce que nos ancêtres ont laissé comme information. Ainsi de suite. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré le fou là, en montrant que les Mandingues disent que c'est des fibres, c'est des filaments et autres, une sorte comme quelque chose comme une éponge végétale. Mais aujourd'hui, quand vous demandez aux astrophysiciens, ils vont vous dire que la structure de la nature ressemble à une gigantesque toile d'araignée, où les fibres sont imbriquées les unes dans les autres et autres là. C'est ça qu'ils donnent. Il faut aller regarder sur la chaîne de Balade Mentale là. Ils ont fait une émission où ils ont parlé du Laniaka. C'est la structure de l'univers la plus étendue qu'on ait jamais pu observer jusqu'à présent. C'est la frontière ultime actuellement. Mais quand ils vous font la modélisation de ça, vous voyez comme des filaments, voilà, c'est ça qu'on montre. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et cette chose-là, bon, il faut lire les textes des ancêtres aussi. Ils disent que, Atum dit, il dit, je te donnerai de vivre des millions et des millions et des millions d'années. Mais à la fin, après, je retournerai à l'état où j'étais. C'est-à-dire le fou dont on vient de parler là, sombre, obscur, dense, statique et autres. Et il ne restera plus que moi, seul, et le serpent. Le serpent en question là, c'est l'onde vibratoire. Donc voilà ce qu'il dit. Donc c'est cette organisation du réel là. Le Big Bang n'est pas très porteur parce que c'est comme si c'était de rien que quelque chose jaillissait. Non, il y a toujours eu quelque chose. C'est pour ça que quand on traduit le fou par rien ou zéro, bon, zéro possible, mais rien non. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Toujours. Voilà. Le vide vivant, il a toujours existé et il existera toujours. Sauf que dans le segment temporel dans lequel nous sommes, la forme qu'il a pris là, c'est celle que nous connaissons là. Jusqu'aux confins de l'univers. Qui aujourd'hui, on a vu encore que c'est le Laniaka là que nous avons pu observer. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à observer que ça n'existe pas, hein, ça existe. Mais concernant la partie de la propagation de la science là, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire ça, c'est la dernière séquence que je viens de donner. Mais avant cette séquence, avant même que ceux qui sont les Blancs qui sont installés aujourd'hui en Europe arrivent, il y avait les Noirs là-bas. Toutes les royautés qu'il y a en Europe là sont des royautés d'origine africaine. Il suffit de regarder leurs symboles. Il n'y a pas de lion en Grande-Bretagne. Voilà. Il faut bien que quelqu'un soit venu avec cette idée-là pour faire cette image-là là-bas. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Je vous dis, si on arrache l'héritage africain à la culture, au folklore européen, il ne reste plus rien là-bas. Quand vous voyez la statue de la liberté à New York avec sa torche et autres là, c'est vos ancêtres qui ont dessiné ça. Voilà. Il faut suivre la piste des choses. Les Américains disent « follow the money ». Il faut suivre l'argent. Vous allez découvrir que des choses même que vous croyez que... Je viens de vous montrer les violoncelles et autres là. Ils sont là-bas à l'opéra en train de jouer tout cela. Ce sont nos ancêtres qui l'ont montré. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ce qui est à nous est à nous. Ce qui n'est pas à nous, on ne va pas se l'accaparer. Nous, on n'est pas comme les autres. Si ça n'est pas dans nos langues, c'est que ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous, ce sera dans nos langues. Si vous regardez dans vos langues que vous ne trouvez pas, ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas faire de palabres sur ça. Mais si vous regardez dans vos langues que vous trouvez, c'est pour vous. Peu importe celui qui va venir vous dire ce qu'il faut. Vous confirmez avec les hiéroglyphes. Vous allez en Égypte, vous regardez, vous allez voir. Si vous voyez la graphie en Égypte là-bas, puisque eux, ils dessinent. Donc, on ne peut pas se laisser distraire. Le dessin est là. Si tu reconnais la chose, le nom est chez toi et puis le dessin en Égypte, qui va venir te dire quoi? C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre.